Mon nom est Mathieu, vous écoutez La Convo avec mon invité Stéphane Lalonde. Hey, salut et bienvenue à La Convo. Ça fait déjà quelques épisodes que je diffuse et j'ai reçu des commentaires très positifs. Je pense que la recette fonctionne, puis je vais continuer à peaufiner ici et là. Je vais tenter de raccourcir les épisodes pour ne pas dépasser 60 minutes, je vise même 45 minutes. Aujourd'hui, le shout-out va à Stéphane Lalonde, l'invité de cet épisode. La convo sort le lundi, puis sa fête c'était hier, alors je vous invite à lui souhaiter joyeux anniversaire dans les commentaires du podcast. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ictin.us. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Podbean, YouTube et Facebook. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site web laconvo.buzzfortin.com. Vous allez y retrouver tous les liens pour vous abonner et écouter les épisodes. Cette semaine, je vous présente mon ami Stéphane, un gars super sympathique que j'ai rencontré alors qu'il était un tout jeune adolescent. C'est un gars avec qui j'ai souvent eu de longues discussions sur une variété de sujets qui le passionnent. J'avais le goût d'aborder différents sujets avec lui pour vous permettre de le rencontrer. Alors je vous présente La Convo avec Stéphane Lalonde. Stéphane Lalonde, merci d'être à La Convo cette semaine. Ça fait plaisir. Stéphane, tu es un étudiant à l'université en maîtrise, professionnel de la télévision. Tu as étudié à la Cité en production télévisuelle. Puis là, tu fais ta maîtrise en communication. Oui, c'est ça. Tu viens d'Orléans? Oui, je suis un gars d'Orléans. Ouais. Parle-moi un peu d'être un francophone à Orléans, de ton école secondaire, ta vie, un peu. Qu'est-ce que ça fait un jeune à Orléans? Un jeune à Orléans, ça fait du sport. Moi, quand j'étais jeune, je suis un enfant unique, donc j'ai pas de frères et sœurs. Donc, pour moi, j'ai un peu comblé ce manque-là en ayant souvent des amis à la maison. J'ai toujours eu des amis à la maison. Très jeune, j'ai des souvenirs à avoir des gens qui restaient, qui venaient le matin à 8 h puis qui partaient à 10 h le soir. Puis j'ai beaucoup de souvenirs de faire du bicycle. Ça, c'est surtout au secondaire, faire du bicycle à Orléans, dans la forêt. Moi, c'était vraiment pas comme... j'étais pas un gars de sport extrême, et mes amis, ils construisaient des jumps dans la forêt, puis là, moi, j'étais comme craintif. C'est ça un peu, pour situer les gens, si vous connaissez moins Ottawa, un peu, en ce moment, on se trouve dans ma cuisine chez moi. Merci d'avoir accepté l'invitation ici, mais je suis à Orléans aussi. Puis, les deux, on habite dans le même coin de la ville d'Ottawa, qui est maintenant Orléans, est une banlieue annexée à Ottawa. Donc, c'est Ottawa-Orléans. C'est comme la même ville, mais ça se développe beaucoup par ici, mais il y a quand même encore beaucoup de nature. Fait que c'est ce qui permet d'avoir un petit peu, à très près de chez nous, d'avoir une forêt, puis l'accès à la nature. Fait que ça a été une partie dans mon secondaire. J'ai aussi joué beaucoup au hockey. J'avais des amis. J'ai un assez grand driveway. Puis les gens venaient jouer au hockey chez nous. J'étais en patin roulette. Puis mes amis venaient. Fait qu'enfant unique, je sais que t'es pas mal proche de ta famille. T'es près de tes parents, t'es près de tes grands-parents. On parlait tantôt un peu des relations avec les membres de la famille, mais en tant qu'enfant unique, c'est quand même... tu peux être quand même solitaire des fois. Tu dis que tu t'entoures avec beaucoup de monde, mais je sais que tu aimes beaucoup lire. Quel genre de compétences tu penses que tu as développé beaucoup plus le fait que tu étais un enfant unique? C'est drôle parce que aimer la lecture, c'est quelque chose que j'ai développé dans les dernières années. C'est pas quelque chose que, quand j'étais jeune, je lisais. J'ai vraiment commencé à aimer la lecture comme en 11e année, comme dans mes dernières années du secondaire. Fait que être enfant unique, ça m'a appris à prendre du temps pour moi. Puis de faire... ça, c'est une des choses que mes parents font beaucoup, c'est prendre du temps pour eux. Ma mère va aller dans sa chambre écouter la télé, puis mon père va écouter le hockey, puis c'est comme leur me time. Chacun a leur petite bulle. Ouais, c'est ça, tu sais, comme pour... Fait que ça m'a... Être enfant unique, ça m'a donné ça. Puis je pense pas que j'ai été un enfant solitaire. Non, je pense pas. C'est l'image qu'on peut avoir des fois de l'enfant unique. Là, il a pas eu de frère, pas eu de sœur, il cherche l'attention, ou il est très indépendant. On essaie de les mettre dans
Puis je me souviens pas de ma mère d'avoir dit non, un ami peut pas venir à la maison, tu sais. Ouais. Comme je demandais, est-ce que mon ami peut venir à la maison? Oui, puis tu sais, je pense que j'ai comblé ça aussi en ayant des gens à la maison. Oh, oui. Puis j'ai été chanceux parce que dans le quartier où j'habite et que j'habitais, j'avais beaucoup d'amis d'école alentour. Fait que ça l'a aidé aussi. Ouais, c'est ça, c'est la proximité est là. Mhm. Tu es près de tes parents, tu passes beaucoup de temps, tu partages. Je trouve que tu as une relation assez privilégiée avec tes parents. Vous vous racontez beaucoup de choses, tu cuisines beaucoup pour eux, tu habites encore chez tes parents, puis tu es dans la vingtaine, qui est pas extraordinaire. Je veux dire, c'est très commun, mais tu fais pas juste flâner à la maison, tu es Ouais, très non. impliqué. Là. Ben, je pense que mes parents ont toujours été proches de moi et m'ont toujours soutenu. Puis je pense que tu sais, j'ai quand même des bons parents. Puis tu sais, comme quand mes parents vont dans des getaways, tu sais, comme j'ai toujours été fait partie de ces petites vacances-là de famille. Donc je pense que je suis assez proche de mes parents pour ça. Puis ils m'ont beaucoup supporté. Puis ils m'ont surtout supporté dans le sport. Quand je suis allé en art aussi. Puis à l'université, puis le collège, puis tout ça. Moi, je t'ai rencontré, Stéphane. Tu étais stagiaire coop, on peut dire, dans un programme spécialisé. Donc, je travaillais dans une station de télé communautaire, et puis tu étais de secondaire, puis tu venais faire un stage coop. Ouais. On s'est rencontrés, tu avais quoi, 16 ans, 15 C'était en ans? 2010. Non, c'était moins que ça. Moins que ça? Ouais, peut-être 14, 15. 14, 15 ans. Ouais. Puis, tu sais, j'avais toujours trouvé que tu étais. Tu sais, je te donnais toujours des. En tout cas, je sais pas si tu t'en souviens, j'essayais toujours de te donner des rôles de leader ou de intéressant. On avait monté une émission à un moment donné, puis j'ai dit, c'est toi qui vas réaliser, parce que tu avais l'air toujours un peu plus responsable que les autres, un peu plus. Même si je pense que des fois, j'ai réalisé, peut-être que j'ai trop. Tu sais, je te poussais plus que. Mais tu as toujours donné l'impression que tu étais en contrôle des situations. Mais ça a quand même donné quelque chose d'intéressant, puis tu as su leader le groupe comme il faut. Ça a donné une émission faite par des jeunes qui étaient en stage dans une Ça station de faisait télé. une couple de mois qu'on faisait de la télé. C'est ça, puis vous avez opéré une station de télé par vous-même. Là, donc, c'était vraiment le fun. Mais tu as été étudiant en télé après ça. Puis quand on dit étudiant en télé, là, c'est pas de la scénarisation de film Hollywood. Là. Parle-moi de la formation que tu as été suivre, puis à quel moment donné que tu as vraiment pogné le geek mais le geek de jouer avec des bidules là, qui fait des images. Ben, toi, tu m'as connu à TV Rogers, mais avant d'aller à TV Rogers, à mon école secondaire, ils venaient de construire un amphithéâtre. Et j'avais été faire la formation pour être un technicien à l'école. Donc, ça faisait 1 an que j'avais fait de la technique de scène. J'avais eu de l'expérience, j'avais fait des éclairages pour des spectacles, des choses comme ça. Puis là, j'ai décidé, tu sais, pourquoi pas je me lancer à TV Rogers, où on faisait un stage, où à chaque jour, on faisait des émissions de télé. Très pour technique. Voir. Ouais, c'est ça. C'était très technique. On faisait du son, on mettait l'éclairage, la caméra, tout ce qui est vraiment technique. Puis, je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir si le monde de la télé, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Puis, j'ai vraiment accroché. Puis, quand je suis revenu au secondaire, quand je suis revenu à mon secondaire, parce qu'on était à TV Rogers pendant un semestre, quand je suis revenu, j'ai continué à prendre ma place, des responsabilités comme directeur technique pour l'amphithéâtre. Puis, c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer tout ce côté arrière-scène. J'étais dans un programme spécialisé en art, en théâtre, mais moi, je m'occupais vraiment de tout ce qui était arrière-scène. J'ai presque pas joué comme acteur, où tous les autres élèves voulaient être acteurs. Moi, je voulais rien savoir. Ben, tu as continué, même une fois parti de secondaire, tu as continué à t'impliquer. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'intéressait? Pourquoi tu mettais tant d'heures que ça à suivre? Puis des fois, j'avais l'impression, des fois, quand tu m'en parlais, que c'était pas juste le côté technique qui t'intéressait, c'était toute la troupe, tout ce qu'il y avait autour. Parce que c'est ça, tu as resté près d'eux même après le secondaire. Oui, c'est ça. C'est l'aspect de communauté. C'est ce que j'aimais de la troupe, c'était ça, c'était une grande partie la professeure qui était là qui faisait ça, c'est qu'il y avait une recherche de l'excellence. Le fait de toujours perfectionner pour être le meilleur, puis c'est quelque chose que j'ai appris là, puis
j'ai aussi appris beaucoup à gérer mon stress dans tout ce parcours-là. Que ce soit... Moi, je pense que la gestion de stress, j'ai beaucoup appris à TV Rogers parce que une fois qu'on était en ondes, on était en ondes. Donc, fallait que les choses se passent. Puis, il y a une gestion de stress on qui réalise se pas fait. assez souvent, des fois, quand on regarde une émission à la télé, surtout quand c'est en direct, comment peut-être l'animateur, on dit voir l'animateur il est bon, mais l'animateur, c'est une petite fraction d'une production. Là. Il y a le caméraman, il y a le réalisateur, il y a les gens qui collent les shots. S'il y a une image en ondes, à un moment donné, c'est parce que c'est une architecture de gens qui ont fait ça arriver. Là. Fait que la place à l'erreur, elle est très mince. C'est ça. Puis, tu sais, comme moi, quand on faisait l'émission, j'étais assistant réalisateur. Donc, je donnais les décomptes pour les pauses, puis tout ça. Puis, l'animateur a une certaine flexibilité où ce qui peut dépasser son temps ou non. Puis, moi, je dois réajuster l'émission à fur et à mesure, dépendamment à si on dépasse nos temps, tout ça. Si l'animateur a fait une minute de trop, ben, il faut couper une minute quelque part. C'est toi qui prends la décision. Et moi je suis pas une personne, j'ai jamais été bon en mathématiques. Vraiment pas. Puis là, j'étais dans un poste où il fallait que je calcule des minutes, puis tout ça. Puis je m'avais fait comme un quadrillé avec comme toutes les minutes, puis tout ça. Puis là, je me faisais des barres à chaque émission. Puis je m'avais fait comme un système foolproof parce que j'étais pas capable de calculer rapidement tous les décomptes. Fait que je me suis trouvé comme... Quand la débrouillardise, si tu veux bien faire ta job, puis tu sais que tu vas avoir une lacune, tu t'équipes pour Puis j'aimais ce contrôle-là, tu sais, de dire, tu sais, il reste 2 minutes, il reste 1 minute, OK, on doit aller à la pause, tu sais. C'est ça. J'aimais cette... Mais il y a un certain pouvoir dans l'instant de la production. Donc, c'est ça, toi, tu as fait tes études en télé. Personne n'a eu la chance de retravailler ensemble à d'autres endroits. J'ai toujours réussi à te faire confiance dans les projets. Puis, tu es quand même assez fidèle. Je pense que est-ce que tu trouves que tu es fidèle dans la vie? Tu es fidèle aux gens avec qui tu fais affaire? Moi, je pense que my word, mon mot, c'est la plus grande valeur que je peux avoir. De dire, oui, Mathieu, je vais être là. D'être fiable puis de donner son mot, pour moi, c'est vraiment important. Puis des promesses, c'est important aussi. Puis ça fait partie du package un petit peu aussi. Tu restes intègre dans tout ça. Parce que c'est ça, c'est facile de dire oui, puis vouloir faire plein de choses. Mais qu'après, à un moment donné... tu fais pas le suivi, puis tu laisses tomber des gens. À un moment donné, si tu as des bonnes relations avec les gens, c'est parce que tu as fait un bon... tu es fidèle. Oui, puis je pense aussi qu'il y a une partie de responsabilité aussi. Je prends mes responsabilités, puis si j'ai dit que je vais faire quelque chose, je vais le faire. Puis si je vais le faire, je vais être là à 100%. Je vais pas être là à moitié. Puis je pense que ça, c'est important. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris en télé puis en théâtre. C'est vraiment cette quête de l'excellence, de faire. Mais je pense que c'est la quête de l'excellence, mais aussi de faire le meilleur de toi. Oui. Parce que l'excellence, c'est dur à atteindre. Oui, c'est ça. Tu sais, moi, je peux être super excellent pour quelqu'un d'autre, mais moi, je pense que je suis pas à mon... Moi, je dis toujours, je dis toujours que tant pis que je sens que je suis dans le processus de m'améliorer. Je suis sur la bonne voie. Dès que tu sens que tu t'améliores plus, que tu atteins le maximum... Parce qu'à un moment donné, on peut atteindre notre maximum, on peut dire, c'est plus pour nous, là. Ça, j'apprends plus rien, ou ça m'intéresse plus après un moment donné. Mais il faut être honnête aussi à ce moment-là avec les gens autour de toi, dire, ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Il faut avoir le pouvoir aussi de tirer à plug quand ça fonctionne plus. Fait que, c'est ça, c'est de donner le meilleur de soi, puis d'être content de ce qu'on a fait. Même si on n'est pas, on peut être malade un jour, on peut avoir des choses dans notre vie qui viennent un peu nous déstabiliser, mais il faut quand même donner le meilleur de soi. Puis je pense que les résultats vont suivre. T'aimes pas mal cuisiner. Je sais que tu es toujours en train d'écouter une émission de cuisine ou t'aimes beaucoup. C'est qui tes idoles en cuisine? Moi, mes idoles... mon idole en cuisine, c'est Gordon Ramsay. OK. Pas le Gordon Ramsay que vous pensez à Hell's Kitchen, mais vraiment le Gordon Ramsay comme chef, comme
il a fait un changement de branding un peu dans les dernières années, où avec son émission avec ses enfants, puis J'ai pas vu avec ça encore, les MasterChef, puis tout ça, on a tenté de montrer un côté plus humain à lui. Et Mais dans le temps, quand c'est commencé, là, c'était à mode avec les American Idol, puis Simon qui était chien. Il voulait toujours un méchant qui crée après le monde dans ce temps-là. ouais. Ça a changé. Puis c'était une émission, je pense que c'est une émission qui était à Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, Australie, puis il y a eu un concept, puis le Fox ont acheté le concept, puis dans son contrat, ils ont gardé cette partie-là. Donc, lui, il voulait, c'était pas quelque chose Parce qu'il faisait cette émission-là avant. Ouais, c'est ça. Okay. Fait qu'ils ont gardé cet aspect-là, mais lui, il n'a jamais voulu nécessairement que ça soit... Au départ, c'était c'était un peu comme un Dancing with the Stars, mais de cuisine. Ouais. Fait que c'était des personnes normales, puis lui devait leur montrer à être des chefs, à faire des plats de 3 étoiles Michelin, ce qui est vraiment difficile. Donc, c'est la raison pourquoi il criait après le monde, parce qu'il voulait avoir ça. Je pense que... il y a un brin de réalité. Je sais pas si c'est une caricature que j'ai en tête, mais j'ai vraiment l'impression que ça se passe comme ça. Quand tu as un restaurant avec une réputation, puis tous les plats doivent être les mêmes, puis tu es jugé, puis tu es dans un prime time place à Montréal, à Paris ou à New York, puis c'est ton nom qui est sur le restaurant, puis tu sais jamais quand t'as sa critique dans la salle à manger, tu rides ta cuisine comme... Puis il y a aussi il y a des plats qui doivent être du moment où ils sont terminés jusqu'au moment qu'ils sont devant le client, il y a 30 secondes qui se passent, tu sais. Ouais. Sinon, la crème glacée fond, le soufflé tombe. Fait qu'il y a toutes ces choses-là aussi qui viennent en jeu. Mais juste pour revenir un peu à comment j'ai commencé et tout ça, c'était en écoutant son émission avec ses enfants, où c'est vraiment... il montre des techniques de cuisine. Puis c'est là où j'ai commencé à tu sais, c'est cool, j'apprends à cuisiner, j'ai acheté son livre. Puis là, j'ai commencé à vraiment cuisiner. Puis au départ, je me suis dit, je vais faire toutes ces recettes. Tout qui est dans le livre. Je surlignais. Okay. À chaque fois que je faisais un repas, je surlignais. Puis tu sais, le bœuf Wellington, là, il faisait peur, tu sais. Ouais. Fait que j'ai fait 1 an de son livre. Puis là, il a sorti un 2e livre. Fait que là, j'ai acheté le 2e livre, mais là, je suis pris entre 2 livres. OK. Une page à un, une page à l'autre? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est un petit peu au ralenti, parce que là, je suis rendu dans le problème où que mes parents redemandent des recettes que j'ai déjà faites. Fait que je suis un petit peu dans le dilemme de je veux faire des nouvelles recettes. Mais ça coûte quand même, tu sais, faire des recettes dans des livres comme ça coûte. C'est comme... C'est pas parce que... Moi, je pense que c'est pas parce que c'est la cuisine maison que ça coûte moins cher, parce que des ingrédients qui coûtent cher que tu mets dans tes recettes. Trouves-tu que ça vaut la peine de cuisiner autant que ça? Oui. Pour 2 raisons. Au début, c'est plus cher parce que tu dois acheter comme beaucoup d'ingrédients que tu n'as pas, des épices. Mais à fur et à mesure que tu vas dans le livre, les épices reviennent. Okay. Donc, à un moment donné, tu as une banque d'épices que tu vas réutiliser. Aussi, moi, je me dis tout le temps, parce que c'est ça, tu sais, je me dis tout le temps, ça me coûte moins cher de cuisiner à la maison que d'aller au restaurant. Parce qu'au restaurant, je dois payer pour les serveurs, pour payer pour... Oui. Donc, pour le même montant que ça me coûterait au restaurant, je peux servir 4 personnes. C'est vrai ce que tu dis. Moi, j'ai jamais fait un livre de cuisine comme ça. On a une couple de livres ici, puis on regarde, puis toujours, il manque ci, il manque ça. Faut toujours aller acheter quelque chose pour la recette. Ça, je trouve que c'est... Des fois, je trouve ça overwhelming, si je peux dire. Faire une recette, c'est pas l'ingrédient, c'est vraiment toute équipe, là. Mais j'imagine, une fois que tu commences à suivre un chef, comme tu disais, il y a ces ingrédients qui reviennent souvent, donc ça... Ben moi, j'ai commencé à je sais que c'est pas accessible pour beaucoup de gens, mais moi, je vais à l'épicerie à tous les jours. Donc, vers le dîner, je regarde mon livre, puis je l'ai sur ma tablette. Donc, je regarde mon livre, je dis « ce soir, j'aimerais faire ça. » Puis là, je trouve les ingrédients que j'ai pas. Est-ce que tu cuisines chaque soir, tous les jours? Je cuisine à chaque soir, sauf les jeudis, parce qu'on sort en famille le jeudi sérieusement? soir. Ouais. Tu cuisines vraiment 4 jours semaine? Ouais. Mais plus la fin de semaine, ça dépend, parce que mon père, il aime ça, faire comme des stews, des chili le soir. La fin de semaine, des choses qui sont plus comme du slow cooking. La fin de semaine. Donc, des fois, la fin de semaine, j'ai une pause, on peut dire. Mais moi, j'aime vraiment ça. C'est-tu une responsabilité que tu as chez vous? Non, vraiment pas. Puis ça n'a jamais été une responsabilité. Ben là, c'est devenu un petit peu comme... Il y a une attente. Il y a une attente, là, comme quand je fais pas rien ou quand j'ai des cours le soir. Il y a comme c'est quoi pour souper. Mais moi, j'aime ça. J'adore ça.
cuisiner, puis puis j'aime aller à l'épicerie, puis juste ramasser mes choses que j'ai besoin, puis il y a presque pas de temps de frigo, Ouais. puis tu sais, c'est frais, puis... Il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'acheter des fruits locaux à l'année longue, puis même à ça, même quand c'est l'été, c'est quand même limité les journées où il y a des marchés, tout ça. Je sais que les produits locaux, ça tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce que tu vois qui pourrait améliorer l'accessibilité aux produits locaux? Ben, c'est une bonne question parce que moi, cette année, j'aimerais ça acheter plus d'aliments locaux. Parce que, plusieurs raisons. Premièrement, pourquoi j'achèterais un poivron qui vient du Mexique quand que j'ai mon fermier dans mon village qui fait ça? Donc, puis il y a aussi tout l'aspect de saisonnalité qu'on a perdu un peu, qui est, tu sais, comme une bonne soupe aux tomates dans le temps des tomates, là, ça doit vraiment être bon, tu sais. Mais encore, il y a des places comme ça, il y a des restaurants, mais très raffinés, qui, eux, leur menu est dicté par les saisons. C'est ça. Mais d'acheter local, c'est quand même un engagement. Ben, c'est un engagement. Quand on travaillait ensemble, c'était le fun parce que sur le chemin du retour, il y avait une ferme. Donc, des fois, j'arrêtais pour chercher des légumes. Mais ça demande vraiment ça demande une... Tu dois arrêter à plusieurs places. Ouais. Tu dois vraiment... Tu sais, en chemin de retour tu as eu ta journée de travail dans le corps, il faut que tu débarques à une place, rembarque dans ton auto, stationne, à une autre place. C'est pas tout le temps. Moi, tu sais, comme à Montréal avec le marché Jean Talon, puis tout ça, tu sais, il y a quand même des marchés. Nous, on a des marchés comme dans le marché Bail. C'est juste que c'est un détour pour nous à Orléans. Puis là, il y a le marché une fois par semaine, tu sais, il faut planifier aussi. Donc, j'espère pouvoir trouver une solution à ça puis essayer de voir comment on peut acheter local. Mais, tu sais, acheter local, c'est pas juste acheter mes légumes locaux, tu sais. Il y a plein de produits locaux qu'on peut acheter aussi. Ouais, pas juste manger, là. Ouais, tu sais. Puis, tu sais, on dit manger local. Tu sais, des légumes du Québec, c'est quand même acheter local, tu sais, comparé à acheter des légumes des États-Unis. Ils n'ont pas passé à travers une frontière. C'est ça. Fait que c'est quand même acheter local. Puis, tu sais, ça met de l'argent dans notre économie aussi. Ça fait vivre des Canadiens et tout ça. Donc, je pense qu'on a un travail comme citoyen de penser un peu plus à acheter local. Puis, tu sais, en achetant local aussi, il y a moins de transport. Tu sais, il n'y a pas des cargos, des bateaux, des avions. Mais c'est pas évident. Tu sais, quand même, c'est la volonté que tu voudras, tu peux... je sais qu'il y a des journalistes, là, je pense un journaliste à UniTV qui a essayé d'acheter canadien pendant un an ou pendant un certain nombre de mois. Je sais pas c'est quoi la fin, là, j'ai entendu des entrevues, mais c'est pas facile. Ton café, tes filtres à café, tout, là, tout. Tu essaies de calculer tout ce que tu vas acheter va être du moins canadien. C'est quasiment impossible. Mais des fois, c'est assemblé au Canada, c'est la seule chose qu'il y a, là. Mais tu sais, c'est un peu comme les gens véganes, tu sais, qui coupent tout. Je pense pas qu'on a besoin d'acheter 100% canadien tout le temps, mais au moins de faire un effort que si j'ai des tomates du Mexique ou des tomates de l'Ontario, que quand le choix est là, c'est ça. Fait que je pense que ça, c'est déjà dans une... Mais c'est pas juste de la bouffe, là. Je veux dire, des fois, il y a des produits variés, des services ou des produits de la décoration, de l'artisanat. On peut aller au Walmart dans la section artisanat acheter des choses, mais il y a des gens qui créent des arts localement, puis ça vaut la peine d'aller plus là aussi. Puis des fois, c'est encore plus unique que d'aller chercher le canevas que tout le monde va acheter au Ikea. C'est ça. Fait que c'est quelque chose à réfléchir aussi, là. Et moi, je pense aussi c'est de mettre de l'argent dans notre économie aussi. Ouais. T'sais, au lieu de donner de l'argent aux Américains qui... Ben, c'est ça. Il y a certains... Je suis pas un spécialiste dans la matière, mais je sais qu'il y a certaines fois où ça vaut la peine de l'envoyer aux États-Unis et de le racheter après. Parce que comme l'économie est plus avantageuse pour nous sur l'exportation puis moins chère sur l'importation, je pense que ça allait beaucoup des fruits de mer, des fois au Nouveau-Brunswick, ça lui coûte moins cher. Envoyer leur capture locale
à l'extérieur puis d'acheter des produits de l'extérieur chez eux. Ça coûte moins cher du homard, mettons, mais c'est quand même irréel quand tu y penses. Là. C'est quelque chose. Tu aimes beaucoup les arts. Je sais que le Musée des Beaux-Arts, c'est un musée que tu vas régulièrement. Il y a l'esthétique. Qu'est-ce que tu aimes d'aller au Musée des Beaux-Arts? Parce que, bon, moi, ça fait un bout que j'ai pas été, mais si t'as pas un intérêt naturel pour l'art, puis aller au Musée des Beaux-Arts du Canada, disons à Ottawa, tu peux t'emmerder facilement. Qu'est-ce qui t'attire? C'est quoi ta stratégie pour apprécier ce musée? Ben, je pense que tu dois aller voir des expositions qui t'intéressent dans un premier temps. Si tu vas voir de l'art contemporain puis tu détestes l'art contemporain, ça va pas être le fun. Moi, je vais voir des expositions qui m'intéressent. J'aime beaucoup, surtout l'art plus de la Renaissance, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi d'être ouvert, de prendre le temps de regarder, de lire un peu ce qui se passe. Je veux dire, moi, je lis pas tout ce qu'il y a sur la petite pancarte sur le côté. Mais, tu sais, j'y vais. J'aime l'expérience. Moi, j'aime y aller le jeudi soir. C'est gratuit. C'est gratuit le jeudi soir. Mais j'aime l'ambiance du musée le soir. C'est plus calme. On dirait que c'est comme un autre beat. L'été, il y a le coucher de soleil. Tu sais, ça donne une différente expérience. Puis c'est vraiment... j'en profite pour sortir souper à la ville, puis d'aller au musée après, puis de vraiment... j'en fais une sortie, dans le fond. Puis... Il y a plein de musées comme ça dans la région d'Ottawa aussi, puis sûrement dans d'autres villes aussi, où il y a certains soirs dans la semaine, c'est pas juste le cinéma qui est à moitié prix, là, il y a des musées qui font des bons prix ou qui font des choses gratuites. Ça vaut la peine d'aller explorer ça. C'est un peu difficile peut-être si tu as une famille, peut-être un horaire, mais comme dans ton cas, jeune, fringant, et avec ta copine, vous pouvez facilement là, aller vous faire une date au centre-ville et aller voir les musées. Là. C'est tous les musées aussi, ils ont le jeudi soir, c'est gratuit. Puis sinon, ben, tu sais, la fin de semaine puis tout ça, c'est juste un peu plus achalandé. Moi, j'aime avoir le temps, tu sais, c'est plus relax le jeudi soir. Mais je trouve que c'est une belle expérience. Puis j'y vais régulièrement parce que je passe pas le même temps aux mêmes œuvres tout le temps. Donc, quand que j'y reviens, des fois, on change notre parcours. C'est comme écouter un film une deuxième fois pour voir les scènes que tu n'as pas vues la première fois. Là. Ou tu retournes voir les œuvres que tu aimes beaucoup. Donc, mais je pense pas que le musée des Beaux-Arts... Je pense que tu n'as pas besoin d'être une élite pour aller au musée des Beaux-Arts. Ça prend quand même une ouverture d'esprit. Parce que faut que tu aimes regarder quelque chose. Je trouve qu'il y a différents genres de profils de gens qui vont voir les musées. Les gens qui aiment se promener puis regarder rapidement. Puis d'être... un musée comme le Musée des Beaux-Arts, tu dois t'arrêter devant... Des fois, une exposition assez visuelle, assez... je ne vais pas dire interactive, mais... il y a des expositions qui sont en 3 dimensions puis qui bougent beaucoup. Sinon, si c'est une peinture ou une œuvre plus statique, il faut vraiment que tu passes le temps à l'analyser et à la regarder. Fait que ça demande l'investissement d'ouverture d'esprit. Puis des fois, j'aime me mettre en arrière des groupes de les guides. Parce que des fois, il y a plein de subtilités dans des tableaux que si c'est pas écrit ou que j'ai pas un background d'où ce que l'auteur, puis sa vie, je sais pas que c'est son amante qui est dans la peinture, Des fois, c'est... Il y a plus que juste le dessin, il y a l'histoire du créateur. L'histoire, ça, c'est... En tout cas, si c'est récent que tu lis beaucoup de livres, moi, t'as pratiquement toujours un livre dans ton sac. Ben ça, c'est une de... Quand j'ai commencé à lire, j'ai un ami, mon ancienne coiffeuse, elle m'avait dit, tu sais, une guitare, si ta guitare est dans ta case tout le temps, tu vas pas jouer. Si ta guitare est sortie, tu vas la ramasser, tu vas jouer un petit peu. Fait que je me suis dit, pourquoi ce serait pas la même chose pour des livres? Donc, j'essaye de toujours avoir un livre avec moi. J'aime avoir mon Kindle avec moi. Donc, je lis beaucoup, mais je lis beaucoup de choses en même temps aussi. Donc, c'est pas juste un livre, puis combien de livres en d'habitude, j'ai 3 livres en simultané. Quand même. Donc, j'ai mon livre sur mon Kindle qui est dans mon sac en permanence. Donc, ça, c'est quand je vais lire sur l'autobus ou dans une salle d'attente. Puis ça, c'est souvent... Mon Kindle, je l'utilise pour des longs livres.
des livres comme plus que 400 pages, là, Mhm. je traîne pas ça avec moi. Ouais, c'est ça. Fait que je mets ça sur mon Kindle. Mais tu veux pas l'avoir dans ta bibliothèque, ce livre-là, par après? Ben oui, mais je Parce me que dis, c'est comme le... moi, c'est mon combat. Ouais, C'est ouais. mon combat. J'ai dit, je vais le mettre où je le trouve sur Internet, là, tu sais. Mhm. Puis je suis comme, ouais, mais je vais peut-être le relire une deuxième fois. Ouais, Puis c'est ça. oui, tu l'as lu, tu as consommé le contenu. Mhm. Parce que c'est ça, la lecture qu'on consomme. Moi, j'essaie de lire le plus possible. J'écoute. Mhm. Puis c'est juste sur le web, j'écoute beaucoup de vidéos, puis je lis beaucoup de choses. Mais après ça, j'ai rien comme référence Ouais, c'est physique à retourner. Mais c'est toutes des connaissances que Mhm. j'ai, tu sais, qui changent ma vie, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme j'ai commencé les Outlander, mais j'aimerais ça les avoir dans ma bibliothèque, mais c'est parce que c'est des gros livres, Ouais. puis j'aime mieux les lire sur mon Kindle dans mon bain, dans C'est ça. l'autobus, que d'avoir le gros livre. Puis je commence tranquillement à beaucoup aimer le Kindle parce que c'est petit, puis tout ça. Ouais, j'aime ça m'habituer. Ouais. Moi, j'ai un vieux iPad 2. Mm. Puis je mets des livres là-dessus, Mais puis ce que je trouve j'aime- pesant, ouais. charrier. Mais c'est parce que moi, c'est l'écran. Moi, j'ai commencé à lire, ça c'est une autre chose. J'ai commencé à lire parce que je me suis dit, là, ça n'a pas de bon sens d'être tout le temps connecté sur un téléphone, de tout le temps avoir un écran bleu dans le visage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver quelque chose d'autre. Donc, je me suis tourné vers la lecture. Puis, c'est une des forces du Kindle, c'est que c'est pas une lumière bleue qui est dans ta face. C'est plus près du papier, un peu. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai mon Kindle, j'ai un roman ou un roman graphique que j'ai on the go, puis j'ai tout le temps un audiobook on the go comme dans l'auto. Ouais. Les audiobooks, j'essaie de les garder un peu plus mémoire, autobiographie, livres plus comme de business, tout ça. Parce que c'est moins chiant que Puis des fois, c'est noté dans le mood pour ça aussi. Ouais, c'est ça. Un peu comme le podcast qu'on fait en ce moment, ça s'écoute bien, il y a des discussions. C'est ça. Moi, tu sais, il y a des cours de philosophie puis d'histoire. Ça m'intéresse pas d'aller suivre ça à l'université. Mhm. Mais j'aimerais pouvoir m'aller m'asseoir dans la classe à un moment donné puis écouter ce brin Ouais, d'histoire-là. Puis de sortir de là avec juste ce morceau d'histoire-là imprégné dans mon cerveau. Puis c'est tout. J'ai pas besoin de faire une thèse là-dessus. Là. C'est ça. Je trouve que des fois, la lecture, c'est ce que ça va faire. Surtout quand tu lis sur le web, tu lis plein de blogs et tout ça. C'est tout des petits brins d'informations qui changent ta vie. Toi, c'est quoi la lecture que tu as faite dernièrement qui a eu un impact sur ta vie? Ben, c'est sûr que la biographie de Steve Jobs, c'est un livre qui m'a... Tu as écouté l'audiobook, toi? Ouais, moi, j'ai écooté l'audiobook. Moi, j'ai lu le livre pour Ouais. vrai. C'était le plus gros livre de toute ma vie. Ouais, ben bravo, félicitations. Moi, j'ai écouté l'audiobook en m'allant travailler 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Le audiobook est 27 heures. Fait que ça m'a pris, je pense que c'est 2 mois, tu sais, quelque chose comme ça. Mais ça tu sais, c'est des petites choses qui te marquent, comme le souci du détail, que Steve Jobs avait beaucoup. Un souci de rendre les choses le plus fonctionnelles possible et de les mettre à son état le plus pur, le plus simple. Pourquoi peser 8 boutons quand on peut mettre un bouton? Sauf que des fois, la façon qu'il disait, ouais, c'est ça. on y croit. Est-ce que, ça, je me suis toujours questionné avec Steve Jobs, c'est un génie, oui, mais c'est aussi, il était tellement convaincu de ces choses, puis il voulait tellement que ça aille à sa façon, que quand il disait pourquoi faire ci ou quand tu pourrais juste faire ça, dans ta tête, ben oui, pourquoi pas. Mais la réalité, c'est que est-ce que, ben, oui, ça lui a donné un succès au device qu'on a, mais quand même, il était convaincu, mais il avait quand même une vision, puis il avait comme raison, mais je trouve que c'est son processus. Moi, je me suis beaucoup retrouvé à travers Steve Jobs. Des fois, dans... puis ces côtés qu'on pouvait critiquer négatifs, il était donc ben chien, ou il y avait... Je dis, non, comme, oui, il agit d'une façon pas mal chien, mais moi, je me retrouvais dans son processus. Je me disais, non, il veut ça de même, il y a telle vision, il y a telle chose, puis le monde ne le comprend pas, fait qu'il prend une décision exécutive. J'aurais fait la même chose. Juste des fois, il va... c'est peut-être la façon de faire que les gens aimaient peut-être moins travailler avec quelqu'un comme ça, mais... C'est un peu malsain, mais c'est qu'après ça, il fait sa tête, ça tombe, c'est un succès.
Et les gens sont comme, ah, il avait raison finalement. C'est dans le processus. Mais les gens, dans sa biographie, les gens qui ont tenu le plus tête l'ont challengé. Et quand lui est tombé, ces gens-là avaient pris de l'avance sur lui. Je prends par exemple, j'oublie c'est lequel ordinateur qui avait sorti. Puis Steve Jobs avait refusé un manuel d'instruction. J'oublie c'est quel modèle, c'est quand même dans le début. Puis Steve Jobs dit non, pas besoin de manuel d'instruction. Le monde ils vont l'apprendre seul. Et lui, dans sa tête, c'était ça, sa vision, c'est que les gens vont ouvrir le produit, puis tout vont l'utiliser. Puis, donc, j'oublie qui dans l'histoire, mais en cachette, avait fait rédiger un manuel d'instruction. Quand ils ont lancé le produit ou quand ils sont venus prêts, les manufacturiers ou quelque chose comme ça exigeaient un manuel d'instruction, peu importe, puis par magie, il y en avait un. Puis là, Steve Jobs, je me suis dans l'histoire, si je me souviens bien, il dit « OK, t'as bien fait de ne pas m'écouter cette fois-là. » Mais c'est ça que moi, j'ai retenu dans le livre, c'est qu'il aimait que les gens le challenge. Il aimait que... on remette en question les idées, mais you have to prove me wrong. C'est ça. Puis je pense que c'est ça va un petit peu dans ce que... Il y avait une ouverture, juste son personnage lui donnait cette apparence. Puis on est comme ça dans la société aussi. Il y en a un qui parle fort, on se baisse la tête un peu, puis on le suit, là, tu sais, mais des fois, quand c'est pas de parler plus fort que l'autre personne, mais de parler aussi fort que lui ou d'apporter des arguments. Cette personne-là est tellement convaincue dans sa tête qu'elle a juste besoin de plus d'arguments qui viennent d'ailleurs pour la faire changer d'idée, pour l'influencer. Mais si on a peur et on dit « Ah, c'est lui le boss », moi, c'est le concept de « Ah, le boss, on peut jamais le contredire », c'est surtout, ça qui m'a collé dans Steve Jobs. Puis, tu sais, le concept des A-players et des B-players, tu veux réussir. Oui, c'est ça, il voulait avoir les meilleurs... les meilleurs gens dans son équipe, il voulait juste des A-players. Puis ça, c'est une chose aussi. Puis ça, je pense que j'en ai déjà parlé aussi. Puis les gens qui écoutaient le podcast, il y a une coach de développement personnel ou de développement professionnel qui a déjà dit, puis on peut retrouver ça dans plein de lectures, mais c'est Chantal Binet. La première fois que j'ai entendu ça, elle dit « Paraît-il qu'on devient la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Regarde autour de toi, aimes-tu qui tu deviens? » T'es comme, oh, tabarouette. T'es toujours en chicane, t'es malheureux, toujours négatif. Regardez les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Bon, regardez dans votre cercle personnel, regardez dans votre cercle professionnel, regardez partout. Puis vous allez voir qu'il y a une majorité des 5 personnes qui sont ce que vous voulez pas, ben il faut les enlever de votre vie. Parce que vous êtes en train de devenir comme eux, parce que c'est eux que vous voyez le plus souvent. Fait qu'il faut changer. Fait que tu mets des A-players, tu mets des gens qui veulent la même vision que toi, qui vont dans la même direction. Puis si tu passes la journée avec 5 personnes qui ont la même vision que toi, ben il y a des chances que ton projet va aller beaucoup plus loin que t'obstiner avec des différences d'opinion. Là. Fait que ça, je trouve ça, mais ça prend de l'audace. Au niveau des lectures... historique. Je sais que c'est quelque chose que tu lis quand même, les Da Vinci, puis les... oui. J'aime beaucoup les Dan Brown. Ouais. Mais j'ai lu aussi d'autres historical fiction là, qui prend un peu des faits historiques, mais qui ajoute des choses aussi entre. Faut pas prendre ça à 100%. Là. Mais j'ai lu le dernier Origin de Dan Brown qui soulève... ça vient avant. C'est après toute la série de Da Vinci Code, puis de Angel and Demons. Il n'y a pas un autre film? Il manque un film, là. Hein, ben là, il vient d'avoir Inferno. Ouais. Puis après Inferno ou avant Inferno, il y a Lost Symbol qui se passe aux États-Unis. Puis ça a tout à faire avec les maçons, puis tout ça. Puis là, il y a Origin, puis c'est vraiment avec tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, c'est essentiellement, il y a un scientifique qui découvre comment recréer la création de le Big Bang, dans le fond. Puis il arrive pour faire le dévoilement de sa découverte. Puis là, toute l'histoire se découle de ça. Là. Donc, c'est vraiment... faut vraiment s'y mettre pour apprendre à lire, pour apprendre l'habitude de lire. Mais je pense que c'est comme aller au gym. Faut trouver le temps. Faut trouver des temps pour... Ça, puis je veux pas... L'œil, le cerveau, c'est des muscles ou des parties du corps qu'il faut entraîner à lire aussi. Parce que quand tu lis pas souvent, laisse-moi dire ça, pour moi qui essaie de lire plus, là, quand tu lis pas souvent puis tu commences à lire, tu deviens bored rapidement, surtout si la lecture... Mais tu lis pas des romans, mais tu lis quand même beaucoup de blogs puis des choses. C'est ça que les gens aussi, il faut qu'ils comprennent. Moi, quand je vais choisir un livre, c'est souvent une biographie parce que je veux apprendre des notions. Je veux toujours apprendre quelque chose. Je lis rarement des histoires de fiction. J'ai des livres de how-to, des livres
de business, des livres que j'espère, à la fin de la lecture, je vais en retirer une leçon. Moi, c'est important, il faut que je retire une leçon de ma lecture, puis une leçon que je peux appliquer dans mon quotidien. Puis moi, j'ai commencé à lire des romans aussi parce que, tu sais, lire des revues scientifiques pour l'université, à un moment donné, tu veux lire autre chose. Donc, j'ai lu aussi des romans dans cette optique-là aussi. Mais je pense aussi que faut que tu trouves tes auteurs que t'aimes, faut que tu trouves ton style que t'aimes aussi. Parce que tu peux... Il y a des lectures que tu vas juste pas aimer. Comme moi, tout ce qui est fantasy puis sci-fi, c'est pas... Comme les Harry Potter et ces choses-là? Ben, non, ben Harry Potter, je suis en train de les lire. Ouais. Mais comme, tu sais, des affaires avec comme... Dans l'espace. Dans l'espace ou des choses comme ça, c'est pas des choses qui m'attirent comme a priori. Mais moi, je pense qu'il y a un temps pour chaque livre aussi. Comme moi, j'ai beaucoup de livres à la maison que j'ai pas lu encore parce que c'est pas le temps. Je suis pas dans ce mindset-là pour lire ces livres-là. Ça arrive, on voit des livres, on les achète, on dit un moment, je vais le lire. Ouais, c'est faut ça. juste pas qu'il reste sa tablette. Mais... Ben, le livre existe juste au moment où tu le lis. Ouais. Ah, oui, t'as raison. Les book clubs, je sais que sur Internet, il y a beaucoup de... Tu sais, Radio-Canada en fait beaucoup de... Il essaie de promouvoir, tu sais, vraiment, les chroniques à Radio-Canada, c'est réputé pour avoir beaucoup de chroniques sur la lecture, sur les livres qui sont lus. Sur le web, on peut trouver des blogs sur des book clubs, des gens qui nous proposent, et même, on a Harry Potter, là, comment elle s'appelle, là? Hermione. Emma Watson. Emma Watson, oui, qui promouvoit. Oprah, c'est ça. Comment ça fonctionne, un book club? Ben, essentiellement, c'est un regroupement de gens qui... Ben, ça dépend. Ça peut être un book club comme à ton centre communautaire où c'est des gens qui se rencontrent et qui vont choisir un livre, soit pour le mois ou souvent pour le mois, et ils vont discuter de ce livre-là. Ils vont en lire une certaine portion par... Puis le but, c'est d'en discuter après? C'est d'en discuter après dans ces... Moi, je fais pas vraiment moi, je suis sur le site Goodreads, qui a été acheté par Amazon. Essentiellement, c'est comme un gros Facebook pour les gens qui lisent. Okay. Donc, il y a l'inventaire des livres, puis tu peux faire... Il y a plusieurs différentes composantes là-dedans. Tu peux faire des étagères, ce qu'ils appellent. Donc, tu peux mettre les livres que tu aimerais lire, les catégoriser, puis c'est un système de catalogage. Ouais, puis de pointage, puis les gens posent des questions, puis moi, je vois qu'est-ce que mes amis lisent en ce moment, puis je peux leur demander est-ce que tu aimes ça, puis je peux recommander des livres, puis tout ça. C'est vraiment une communauté autour des livres, puis éventuellement, le site te propose des livres aussi, là. Donc, c'est une autre façon aussi puis ça t'encourage aussi à lire parce que tu as comme des reading challenges. Donc, avec moi, si je suis là, je peux te challenger à lire un livre en particulier? Non, mais tu peux dire, moi, j'aimerais lire 10 livres cette année. J'aimerais lire 30 livres cette année. Puis les membres te rendent accountable, si je peux dire? Ouais, ben c'est ça. Fait que moi, cette année, j'ai mis 28. Quand même. La première année, j'avais fait un projet à l'université sur la lecture, puis ça disait dans plusieurs recherches qu'un grand lecteur lisait 20 livres. OK. Donc, la première année, j'ai dit, je vais mettre 20. Voir. Puis avant d'avoir commencé, là, je lisais juste les livres recommandés comme obligatoires à l'école. Ouais. Donc, c'était vraiment comme un saut. Donc, la première année, j'ai lu, je pense, 23 livres. Ah, quand même. J'avais atteint mon objectif, puis j'avais lu un petit peu plus. Puis là, mais comme, fallait je lisais dans le bain, je lisais... Oui, faut que tu te donnes. Fallait que je me donne. C'est beaucoup, 20 livres. Oui, c'est ça. Puis je lisais des petits livres aussi. Ça, c'est l'autre chose. Ça, c'est... puis ça... On parle de petits livres, c'est quoi, 200 pages? Ouais, 200 pages, 250 pages. Puis comme, dans le temps, c'était gros, là. J'étais comme, wow, je vais lire comme 250 pages. Puis là, l'année passée, j'avais mis 25, parce que je me suis dit, j'ai lu 23 l'année passée, je vais me donner un petit challenge. Puis j'ai lu 30. Ouais. 4. Wow. Mais j'ai lu comme toutes les Narnia, qui sont des petits livres. J'avais lu des bandes dessinées. J'avais lu... T'as-tu comme Emma Watson qui vient te faire lister sur le book club? Ou... Emma Watson n'est pas trop active. Elle donne ses livres à chaque... Puis c'est des administrateurs qui gèrent tout ça. Au moins, elle venait elle-même donne une petite tape dans le dos virtuellement. Là. Ça serait le fun. Fait que c'est ça. Puis cette année, j'ai mis 28. Mais cette année, je veux augmenter le nombre de pages que je lis. Ah, OK. Donc, j'ai mis 28, mais si je fais 20,
mais que j'augmente mon nombre de pages, ça me dérange pas. Ouais, parce qu'à un moment donné, c'est ça. Là. Parce que, tu sais, je peux lire... Parce qu'on parle de volume. Ouais, c'est ça. Je peux lire 70 bandes dessinées à 45 pages, puis je vais avoir lu 70 livres. Je pense que c'est toutes des métriques qui sont faites pour encourager c'est la ça. lecture. Le plus gros avantage de lire, d'écouter des audiobooks, puis je le suis un grand fan, je sais que tu es un grand fan des TED Talks aussi. Tous ces gens, dans le fond, c'est un partage d'histoire et de connaissances. C'est un peu le but de la convo, de faire, de discuter. Et on a parti tantôt, on a discuté d'Orléans, d'où tu venais, on s'en a fait notre chemin jusqu'à la cuisine, puis on parle de livres. On parle de livres, on parle de book club. Puis, hey Stéphane, merci beaucoup pour la convo. Ça fait plaisir. J'espère qu'on va trouver une occasion de rejaser. Si jamais au stade d'enregistrer cet épisode, parce que dans l'épisode qu'on fait aujourd'hui, va être dans les premières qu'on va partager. La convo va évoluer, va prendre d'autres formes. On est encore en phase d'exploration. Mais j'apprécie beaucoup le temps que tu as pris pour venir nous parler. Ça fait plaisir. Puis on regardera voir s'il y a d'autres sujets qu'on pourrait discuter. C'est bon, on fait des spéciales convo table ronde. Tu viendras jaser avec nous. Ça me ferait plaisir. Merci Stéphane. Merci. Voici ce qui termine l'épisode de la Convo. Si vous avez des commentaires, des suggestions au sujet de l'épisode, de mon invité ou du podcast, n'hésitez pas à communiquer avec moi, je suis curieux de vous lire. Si vous avez des idées d'invités, gênez-vous pas à les partager. Vous pouvez aussi m'aider à faire connaître la Convo en partageant dans vos réseaux sociaux, avec un like, un commentaire ou des étoiles si c'est applicable. Merci encore d'avoir écouté la Convo. Je vous dis à la semaine prochaine.